Bienvenue dans votre journal de la nuit sur BFM TV, la nuit du 4 au 5 décembre. Une journée politique historique pour la deuxième fois depuis le début de la Ve République. Un gouvernement a été renversé par l'Assemblée. Michel Barnier censuré par une motion déposée et votée par la gauche et le RN. Le Premier ministre remettra sa démission à Emmanuel Macron ce jeudi à 10h. Après la chute du gouvernement Barnier, le chef de l'État s'adressera aux Français à 20h. Le président de retour d'Arabie Saoudite souhaite visiblement aller vite pour nommer un nouveau Premier ministre dans les prochaines heures. Il était 20h26 quand la présidente de l'Assemblée a annoncé le résultat du vote. 331 voix pour sur 577. La motion de censure déposée par la gauche et le Rassemblement national est approuvée, ce qui signifie la chute immédiate du gouvernement Barnier. Que va-t-il se passer maintenant? Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce jeudi soir à 20h à la télévision. Le chef de l'État semble décidé à ne pas traîner. À l'Élysée, on retrouve Anthony Lebos pour BFM TV. Emmanuel Macron veut aller vite, très vite, plus vite certainement que l'été dernier et les 50 jours pour nommer Michel Barnier à Matignon. Cette fois-ci, Emmanuel Macron compte bien nommer un nouveau Premier ministre dans les toutes prochaines heures, une fois que Michel Barnier aura remis officiellement sa lettre de démission à Emmanuel Macron. Ce sera ce jeudi à 10h à l'Élysée. Il ne peut pas se permettre de perdre du temps, nous dit un proche du chef de l'État. Je sens qu'il veut aller vite, fin de citation. Qui plus est, effectivement, à 2 jours d'un événement international, la réouverture de Notre-Dame au public et surtout en raison de l'impérieuse nécessité de poursuivre les discussions budgétaires à l'Assemblée nationale. Une nomination dans les 24 heures n'est pas à exclure selon un autre proche du chef de l'État. Alors on sait que durant son déplacement en Arabie Saoudite ces derniers jours, Emmanuel Macron avait déjà anticipé la chute du gouvernement Barnier et réfléchi à des pistes pour lui succéder. Il y a le nom de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qui circule, ou encore du président du Modem et allié, François Bayrou. Emmanuel Macron s'exprimera aussi ce jeudi soir à 20h. 2 lignes d'annonce dans un communiqué de l'Élysée. Ce sera sous forme d'allocution. Il réagira sans doute à cette censure et tentera, et je dis bien tentera, de donner des perspectives dans ce brouillard politique et institutionnel. Emmanuel Macron qui veut aller vite et Michel Barnier qui ne compte pas perdre de temps pour remettre sa démission. Juste avant les résultats de la motion de censure, il a réuni une dernière fois ses ministres à Matignon. Loïc Besson était sur place pour BFM TV. Pas de perte de temps pour Michel Barnier qui est attendu demain à 10h à l'Élysée pour un entretien avec Emmanuel Macron à qui il remettra sa démission. C'est la suite logique après le vote de cette motion de censure. Pas de temps perdu. D'ailleurs, Matignon avait organisé un pot de départ qui ne disait pas son nom avant même d'en connaître le résultat. Ça s'est passé ici à Matignon pendant près de 2 heures dans le Salon Bleu qui se trouve au rez-de-chaussée côté jardin, juste en dessous du bureau du Premier ministre si vous voulez les détails. Et donc Michel Barnier avait convié l'ensemble des ministres devant qui il s'est excusé, je cite, de vous avoir entraîné dans cette aventure. Et puis il a étrillé les extrêmes qui, je cite, n'ont pas conscience de la situation du pays. C'est une assemblée impossible, a encore lâché Michel Barnier. Une vingtaine de convives, donc une ambiance pesante, nous dit-on, à l'intérieur, forcément. Et parmi les convives, un certain Sébastien Lecornu, tout juste atterri d'un voyage officiel avec Emmanuel Macron. Il est passé quand même ici une vingtaine de minutes. Sébastien Lecornu qui fait partie des favoris pour succéder à Michel Barnier. C'est donc la première fois depuis 1962 qu'un gouvernement est censuré par l'Assemblée. Michel Barnier restera le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, 12 semaines et 4 jours. Juste avant le vote de la motion de censure, il a exprimé devant les députés son honneur d'avoir servi la France. Jusqu'au bout, il a défendu son budget et alerté sur les risques de la censure. Je propose de revoir en intégralité ce moment historique. Nous sommes rendus les uns et les autres, mesdames et messieurs les députés, à un moment de vérité et un moment de responsabilité. J'entendais tout à l'heure le Premier ministre Gabriel Attal, que je remercie de sa confiance, exprimer le vœu de, disiez-vous, moins de bruit et plus d'action. C'est compliqué ici, hein. En tout cas, moins de bruit sans doute, plus d'écoute et plus de respect, le respect que j'ai moi-même exprimé en vous écoutant et depuis que je suis Premier ministre avec la même constance. Il y a 2 jours, j'ai donc engagé la responsabilité de mon gouvernement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
J'ai pris, mesdames et messieurs les députés, cette décision après avoir fait preuve d'écoute, de respect, en effet, de dialogue, ce qui a conduit le gouvernement à améliorer quasiment chaque jour son texte. Et je reconnais qu'il n'était pas parfait, que nous n'avons pas tout bien fait au départ, à améliorer ce texte sur plusieurs points importants, comme les retraites, les allègements de charges, le remboursement des médicaments, et sans parler d'autres points qui se trouvent, je pense à la taxe sur l'électricité, dans le projet de loi de finances qui vous est soumis par ailleurs. C'est d'ailleurs dans le même esprit de travail patient qu'a été conduit le travail sur la loi de fin de gestion 2024 et qui a été adoptée tout à l'heure par votre Assemblée. J'en remercie chacun des députés qui l'ont voté, comme j'en remercie le Sénat. Mesdames et messieurs les députés, cette méthode a, me semble-t-il, porté ses fruits après de très nombreuses heures de travail parlementaire. Le PLFSS a fait l'objet d'un accord entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire, ce qui est la première fois depuis 14 ans. Et je veux dire simplement à Stella Dupont qui vient de s'exprimer, que je remercie, qu'il n'y a pas eu de contournement, franchement, de l'Assemblée par le Sénat ou réciproquement. Nous avons travaillé avec les deux chambres et avec la même attention. Mesdames et messieurs les députés, ce texte a ainsi amélioré et répond à l'urgence de réduire notre dette budgétaire. En regardant en face la réalité de nos comptes publics, 3 228 milliards d'euros de dette, 60 milliards, ne m'obligez pas à revenir trop en arrière, hein. « 60 milliards d'intérêts, voilà ce que les Français, que nous allons devoir payer chaque année. 60 milliards d'intérêts, c'est davantage que le budget de notre défense ou de notre enseignement supérieur, et sans doute encore davantage demain si nous ne faisions rien. » Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, voilà la réalité. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est la réalité. J'ai essayé de l'affronter, l'ensemble du gouvernement que je remercie, en vous présentant des textes financiers difficiles. Ce n'est pas par plaisir que j'ai présenté quasiment que des mesures difficiles dans ce budget. J'aurais préféré distribuer de l'argent, même si nous ne l'avons pas, pour faciliter les choses et les discussions. Cette réalité, elle reste là. Et écoutez-moi bien, elle ne disparaîtra pas par l'enchantement d'une motion de censure. Écoutez-moi bien et souvenez-vous, dans quelque temps, cette réalité-là, elle se rappellera à tout gouvernement, quel qu'il soit. Et Madame Le Pen, elle se rappellera à tout gouvernement, quel qu'il soit, parce qu'il s'agit de notre souveraineté. Sans doute dois-je dire ici que quand je vois vos propositions aujourd'hui, hier, nous n'avons pas la même idée de la souveraineté, ni du patriotisme. J'ai entendu parler tout à l'heure d'austérité. Qui peut croire que le budget qui est présenté est un budget d'austérité alors que les dépenses de la sécurité sociale sont en augmentation de 2,7%? J'entends ceux qui voudraient faire plus ou différemment, mais comment nous reprocher de prendre enfin des mesures pour alléger le fardeau financier qui pèse et qui va peser sur nos enfants, sur le dos desquels nous tirons des chèques en bois ou en blanc? J'entends dire que c'est un budget par défaut, mais comment ne pas voir que ce budget traduit au contraire des choix affirmés pour répondre autant que nous le pouvons, aussi bien que nous le pouvons,
aux attentes des Français que vous représentez, mesdames et messieurs les députés, qu'il s'agisse des Français de l'Hexagone, des Outre-mer ou des Français, 3 millions d'entre eux, qui vivent à l'étranger. Avec ce budget, nous soutenons les agriculteurs à travers la réforme attendue du mode de calcul de leur retraite et des dispositifs d'exonération de cotisations sociales. Avec ce budget, nous améliorons l'accès des patients à la santé, par exemple en augmentant les effectifs en soins critiques, en réanimation, en néonatologie. Nous facilitons l'accès aux soins palliatifs, dont le renforcement est nécessaire, indépendamment du débat qui a été engagé sur la fin de vie. Avec ce budget, nous faisons de la santé mentale une grande cause nationale pour 2025 et c'est une priorité qui devra durer au-delà, évidemment, de l'année 2025. Nous améliorons concrètement la prise en charge des femmes victimes de violences. Nous renforçons l'attractivité des métiers de l'hôpital en rémunérant mieux les professionnels, notamment les internes et les médecins, ainsi que les astreintes, et en réformant le métier d'infirmier. Nous améliorons le financement de l'autonomie à travers un fonds exceptionnel de 100 millions d'euros pour les EHPAD, un soutien de 200 millions d'euros aux départements pour l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap. Et enfin, nous nous donnons les moyens de mieux lutter contre la fraude, notamment à travers la sécurisation de la carte vitale et la simplification des échanges de données entre l'assurance maladie et les complémentaires. Voilà quelques exemples. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, ce sont les avancées de ce projet de loi. Nous l'avions préparé en 15 jours. Et je redis une dernière fois sans doute que jamais un gouvernement depuis 1958 n'avait eu seulement 15 jours cette contrainte pour préparer un budget. Il n'était donc pas parfait, je l'ai moi-même dit, et il a été sérieusement amélioré par beaucoup de vos amendements, souvent pris dans tous les groupes, et le résultat qui a fait l'objet de cet accord en commission mixte paritaire permet de trouver un équilibre entre 4 éléments essentiels, d'ailleurs, que Laurent Marcangeli a souligné tout à l'heure. L'amélioration de l'efficacité de notre système social, le soutien à notre hôpital et aux professionnels de santé pour un meilleur accès à la santé, la protection des plus fragiles, tout cela en veillant à préserver nos finances publiques. Pour avoir trouvé cet équilibre, je veux redire sur ce texte mes remerciements sincères à votre président de commission, Frédéric Valletoux, et à votre rapporteur, Yannick Deder. Et aussi, je le redis, parce que vous avez travaillé ensemble dans la Haute Assemblée au président Philippe Mouillet et à la rapporteure générale Elisabeth Doineau. J'associe à ces remerciements, si vous me le permettez, les membres de mon gouvernement qui ont travaillé avec vous sur ce texte, et en particulier Laurent Saint-Martin, attendez, parce que je vais en citer d'autres ministres qui le méritent et qui méritent vos applaudissements. Naturellement, Nathalie Delattre, la ministre des Relations avec le Parlement. Geneviève Darrieussecq, la ministre de la Santé. Le ministre des Solidarités, Paul Christophe. Et la ministre du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet. Voilà. Pour ne citer que ceux qui ont été mobilisés jour et nuit avec vous pour travailler sur ce compromis entre le Sénat et l'Assemblée, dans un gouvernement qui a été de bout en bout solidaire. Ce texte qui représente à mes yeux, et je le dis sans prétention, je crois, un bon compromis, le meilleur compromis possible. Il est maintenant temps de le mettre en œuvre. C'est ce qui m'a conduit à engager la responsabilité du gouvernement. Plusieurs partis d'opposition ont donc choisi de déposer des motions de censure sur lesquelles vous êtes amenés à vous prononcer en toute connaissance de cause. Oui, je le dis à nouveau à Gabriel Attal, et je l'ai dit hier en répondant au président Chassaigne, tout n'est pas parfait dans ce budget. Je connais pour beaucoup de raisons les difficultés qui assaillent notre pays,
les inquiétudes de beaucoup de territoires où des usines peuvent et vont fermer. J'ai redit la solidarité active du gouvernement et de tous les efforts qui sont conduits pour accompagner les hommes et les femmes et les territoires. Je sais les inquiétudes. Sans parler de tout ce qui nous entoure, mesdames et messieurs, et que je recommande de ne pas sous-estimer, aussi bien la guerre en Ukraine que ce qui se passe au Proche-Orient et ce qui peut se passer entre l'Amérique et la Chine. Ce dont je suis sûr, mesdames et messieurs, ce que je redis avec gravité devant vous, c'est que cette motion de censure, au moment où vous vous apprêtez sans doute dans cette conjonction des contraires à approuver, cette motion de censure rendra tout plus grave et plus difficile. Voilà ce dont je suis sûr. Laurent Wauquiez, que je remercie sincèrement de son appui et sa confiance, vous a invité à bien mesurer les conséquences de ce vote. Et c'est ce que je souhaite dire à mon tour, si vous me le permettez. J'entendais tout à l'heure le président Marc Fesneau citer un homme que j'ai toujours respecté depuis mon adolescence, Pierre Mendès France, qui disait aussi, Marc Fesneau, ne jamais sacrifier l'avenir au présent. Ne jamais sacrifier l'avenir au présent. Je recommande aussi, au moment de voter, que vous ayez cette phrase et cette recommandation en tête. En cas de censure, les avancées du PLFSS que je viens de rappeler seraient abandonnées. Nous savons tous ici que les conséquences de ce vote vont bien au-delà de ce qui est contenu dans ce PLFSS, puisque l'action du gouvernement serait interrompue. Et je pense à tous les efforts que nous avons avec ténacité engagés, tout ce gouvernement, depuis quelques 2 mois, pour la sécurité, pour stopper l'immigration irrégulière, pour une écologie humaniste et concrète, pour l'éducation, pour encourager le bénévolat. Je pourrais citer chacun des ministres qui a été formidable de solidarité et de détermination. Ils ne m'en voudront pas de ne pas énumérer toutes les actions que nous avons engagées. Mais ce que je sais, mesdames et messieurs, après des mois de transition, l'été, beaucoup d'attentes, c'est que l'État s'est remis en route, l'État s'est remis en marche, que les fonctionnaires ont été motivés et déterminés dans l'action quotidienne sur des projets concrets que je vous avais indiqués ici même au moment de présenter la politique générale et la déclaration de politique générale. Une censure de gouvernement en ce mois de décembre signifierait que le budget de la nation ne pourrait vraisemblablement pas être adopté avant la fin de l'année, quelles que soient les lois d'urgence. Et cela aura de lourdes conséquences, de 3 ordres. D'abord, une perte de pouvoir d'achat pour les Français. Et nous avions fait le choix de protéger les Français qui travaillent. En l'absence de ce budget, le barème de l'impôt sur le revenu ne pourrait pas prendre en compte l'inflation. En conséquence, on peut dire que c'est faux, vous verrez, et vous l'expliquerez. En conséquence, près de 18 millions de foyers verraient leur impôt augmenter, tandis que 380 000 foyers français supplémentaires seraient éligibles à l'impôt sur le revenu. Ensuite, des mesures très attendues ne trouveraient pas de financement. Nous avons fait le choix de donner des moyens pour la sécurité des Français, je viens de le rappeler. En l'absence de budget, il n'y aurait pas de recrutement de nouveaux policiers ou de nouveaux militaires. Nous avons voulu apporter une réponse sérieuse aux préoccupations des agriculteurs. Après une crise très grave que vous avez affrontée, Monsieur le Président Attal, avec Marc Fesneau l'année dernière, tenir les engagements, tous les engagements, en ajouter d'autres par rapport aux maladies animales qui se sont multipliées, aux dérèglements climatiques, trop de pluie ou trop de sécheresse ici. Nous avons voulu apporter une réponse sérieuse aux préoccupations des agriculteurs qui savent que je les respecte et qu'ils peuvent compter sur moi et sur la ministre de l'Agriculture. La France en a besoin parce qu'ils ont aussi une activité vitale, celle d'assurer l'alimentation et la souveraineté alimentaire. En l'absence de budget,
des mesures attendues, très attendues pour leur retraite et leur cotisation sociale ne seraient pas financées. Et puisque j'évoque l'agriculture, je veux redire à cette tribune et à la place où je me trouve encore mon opposition formelle au traité de commerce avec le Mercosur. Nous avons fait du logement une priorité pour réutiliser, relancer un des rares vecteurs de croissance que nous pouvons utiliser dans l'immédiat. Et c'est un impératif pour l'ensemble des Français. En l'absence de budget, il n'y aurait pas d'élargissement du prêt à taux zéro sur tout le territoire pour relancer le secteur de logement. Enfin, mesdames et messieurs les députés, en l'absence de budget, on créerait de l'incertitude et des risques pour les entreprises et les ménages. Cela se traduirait par une nouvelle augmentation des taux d'intérêt payés par la France. Et Monsieur Ciotti, vous pouvez dire le contraire, vous verrez ce qui va se passer, et qui sont, depuis les menaces de censure, supérieurs à ceux de la Grèce. Vous me permettrez enfin, pour terminer, de vous dire plus personnellement, à cet instant, que je ressens comme un honneur d'avoir été depuis 3 mois et d'être encore le Premier ministre des Français, de tous les Français. Et au moment où cette mission se terminera, peut-être bientôt, je veux vous dire que cela restera pour moi un honneur d'avoir servi avec dignité la France et les Français. Et voilà pour le dernier discours de Michel Barnier, Premier ministre. On va revenir dans un instant sur ce moment historique de la Ve République. Pour la première fois depuis 62 ans, un gouvernement a été censuré par l'Assemblée, ce qui entraîne la démission automatique du Premier ministre. Il la remettra ce jeudi à 10h à Emmanuel Macron. Pour la suite, le saut dans l'inconnu, le chef de l'État devrait désigner un nouveau Premier ministre rapidement et s'exprimera à 20h à la télé. On y revient dans un instant. Alors il y a un rayon dans les super et les hypermarchés qui connaît vraiment une désaffection, c'est celui des produits qu'on appelle hygiène beauté. On va regarder les chiffres ensemble. Alors, ce sont les chiffres de la société Circana qui regarde pour toute la grande distribution l'évolution des ventes. Bon. Son constat, c'est depuis le 1er janvier, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sur les déodorants, les shampoings, les lames de rasoir pour hommes, donc c'est des produits courants, hein. On est sur des baisses, vous voyez, qui sont significatives. Mais alors, on est sur des baisses beaucoup plus considérables sur des produits un peu moins courants, comme les soins des pieds et des jambes, vous voyez, moins 25%, ou les produits pour le bain. Alors, c'est quoi la raison? Évidemment, l'inflation, c'est la première chose qui vient à l'esprit. C'est vrai, mais il y a d'autres éléments qui entrent en jeu, on va les regarder ensemble. D'abord, c'est une tendance de fond. Ça n'a pas commencé cette année. En fait, la baisse des ventes a débuté en 2016. J'en veux pour preuve que la plupart des enseignes, elles se sont adaptées maintenant, depuis des années, à cette forme de désaffection des consommateurs pour ce type de produit, avec un choix qui est désormais beaucoup plus restreint dans les rayons. Bon, alors cette tendance de fond, comment on l'explique? En fait, ce sont des habitudes, des comportements des consommateurs qui ont évolué avec le temps, peut-être amplifiés avec la crise Covid. Et donc, on a les hommes qui se rasent de moins en moins. Donc, tous les produits de rasage, forcément, ça baisse. Et on a aussi une tendance avec une préférence plus forte chez pas mal de consommateurs pour les produits plus naturels. Il y a même des consommateurs qui font eux-mêmes leur savon ou leur shampoing. Et les produits naturels, ils les achètent en moindre quantité. Un savon, on en consomme moins en réalité qu'un gel douche, par exemple. Et puis, il y a aussi, alors ça c'est très intéressant, dans les pharmacies, ce rayon hygiène beauté, il fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire qu'on a des progressions de vente, là où on a des baisses de vente dans la grande distribution. Donc, on a un transfert. Et peut-être que les consommateurs sont
davantage rassurés par les produits qu'ils vont trouver chez leur pharmacien. Et puis, il y a un autre élément qui peut expliquer alors, ce qui s'est passé cette année. Il se trouve qu'au mois de mars dernier, il y a eu une nouvelle loi qu'on appelle la loi Egalim 3. Et cette loi, elle a mis fin à ce qui était quelque chose qui se pratiquait couramment dans les hyper et les supermarchés, c'est-à-dire les super promos. 3 produits pour le prix d'un, les lots à moins 75%. C'est devenu interdit. Bon. Il est probable, c'est ce qu'on dit, que, le sachant, les consommateurs aient profité des dernières promos qui pouvaient exister pour faire des stocks. Donc, en attendant, leur stock est là et ils n'ont plus besoin d'acheter autant de produits que par le passé. Puis alors, il y a quelque chose qui va modifier leur comportement, c'est-à-dire que quand on a des super promos, on a quelque chose de l'ordre de l'impulsion. On voit cette promo, on dit j'en profite. Pas forcément pour des produits dont on a besoin. Donc il y a aussi moins d'achats d'impulsion. Et donc c'est l'ensemble des raisons que j'ai énumérées qui expliquent cette baisse quand même très significative, on l'a vu, des ventes à ce rayon hygiène beauté.